L'intelligence collective est-elle la clé d'une politique RSE réussie? C'est le thème de notre échange tout de suite, notre débat avec Julie Devinant. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice générale adjointe de FanVoice. À vos côtés, Joachim Lemry, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, directeur adjoint à la direction développement durable et innovation transverse chez FH. Peut-être un mot de présentation de FanVoice pour commencer, Julie Devinant. Entreprise créée il y a 7 ans. Est-ce que vous diriez qu'elle s'est même créée autour de cette idée d'intelligence collective? Complètement, vous avez raison, puisqu'on est une plateforme intelligente, digitale, qui permet de rassembler un maximum d'individus autour de problématiques très diverses dont on va parler dans un instant, pour les engager aux côtés des entreprises et finalement prendre des intelligences individuelles pour résoudre des problèmes collectifs et trouver des solutions. Donc vous aidez les marques à trouver des solutions en embarquant à la fois leurs collaborateurs et leurs clients. C'est les deux en même temps, c'est l'un ou l'autre? Ça peut être les deux, ça peut être soit les collaborateurs, soit les consommateurs externes. Oui. Et nous, l'intérêt de notre plateforme FanVoice, c'est qu'on l'a pensée pour simplifier la démarche et pour qu'elle soit vraiment efficace sur le court terme, puisqu'on avait cette envie d'avoir un outil qui permet d'accélérer soit l'innovation, soit la transition écologique, et donc d'être dans cet élan du tous ensemble pour des solutions plus efficaces. Bon, et on va voir comment vous avez évidemment travaillé avec FH. FH, plus de 100 000 chantiers en 2020 en France et à l'international, 72 000 collaborateurs. Ce qui fait 72 000 innovateurs potentiels. J'ai vu ça sur le site d'FH. C'est quoi? C'est ce potentiel que vous cherchiez à faire émerger en quelque sorte? Absolument. On travaille sur la transition écologique et l'innovation durable. Et évidemment, ce n'est pas qu'un sujet d'experts entre nous, en chambre. On a besoin d'aller chercher cette intelligence collective pour faire cette innovation de la transition écologique et de l'innovation durable. Donc, parmi cet immense réservoir d'innovateurs potentiels, et on verra après, entre les populations d'encadrants, d'ouvriers, ce n'est pas si simple. On évoquera juste après. Comment vous faisiez avant, si on fait un avant-après? Parce que j'imagine qu'il y avait déjà ce souci de faire émerger des idées en interne. Oui, on est dans un monde d'ingénieurs. Oui. On a fait le viaduc de Millau et tous nos collaborateurs, on ne leur demande pas de faire le viaduc de Millau, évidemment. Et donc, en fait, c'est toujours une affaire d'innovateurs, techniciens, hyper experts. Et c'est super, mais ce n'est pas très inclusif, ce n'est pas très participatif. Et ça ne permet pas d'accélérer le mouvement de transition. Nos enjeux sont colossaux, vous le savez, on doit changer et muter notre métier globalement, on doit construire différemment et on doit aller chercher des innovations pour embarquer nos clients finaux, penser les usages différemment, ce qui ne se conçoit pas toujours dans les habitudes des meilleurs experts. Et donc, voilà, on avait vraiment besoin de passer de quelque chose en chambre très expert à une innovation beaucoup plus ouverte, participative, inclusive, voire ludique. C'était quoi le cahier des charges justement avec FH? Expliquez-nous. Exactement comme il vient d'être décrit. Ludique. Ludique, et surtout il y avait un enjeu aussi qui a été précisé à l'instant, c'était que ce soit inclusif. L'idée c'était que tous les collaborateurs puissent accéder à un outil. Et donc qu'on soit vraiment dans une démarche à grande échelle, et j'insiste sur ce point-là, puisqu'encore une fois, c'est une des spécificités de notre plateforme. Avec les fonctionnalités qu'on a mis en place, on participe facilement, on interagit facilement avec les autres aussi, puisque c'est une des vertus du participatif. Je ne suis pas là tout seul dans mon coin à partager des idées, je me nourris aussi de ce que les autres vont dire et des réactions qu'on va pouvoir faire aussi sur mes propres propositions. Donc on est vraiment à la fois dans cette inclusif, bienveillant, et dans cette accélération dont on parlait aussi, qui permet d'accéder à plus de valeur ajoutée, notamment parce que sur notre outil, on intègre un outil d'analyse sémantique qui permet de cartographier finalement assez rapidement les différents échanges, parce qu'on parle de milliers, voire de dizaines de milliers de propositions, et de voir ensuite est-ce qu'il y a des thématiques communes qui émergent, est-ce qu'il y a au contraire des idées qui vont être très à la marge et qu'on va regarder en général avec beaucoup d'attention parce qu'elles portent souvent en elles des innovations de rupture. Est-ce qu'il y a des outils, des ateliers par exemple spécifiques qui sont créés autour d'une thématique quand elle émerge et qu'elle provoque l'adhésion? Alors ça dépend. Après il y a différentes façons et différents protocoles, mais il est effectivement, c'est une des méthodologies classiques d'avoir une sorte de premier tour, une conversation très large à bâton rompu, encore une fois via un outil digital, pour identifier des thématiques communes, des idées qu'on a envie de faire grandir par la suite, et on peut dans un second temps se fédérer en groupes plus restreints et travailler, approfondir, creuser
ces idées-là pour en faire des solutions à terme facilement ou plus ou moins facilement applicables dans le quotidien et dans les métiers, notamment d'Eiffage. Il y a déjà des solutions qui sont ressorties de l'utilisation de FanVoice? Oui, il y en a plein. Pas forcément les grandes idées du siècle, des solutions plus prosaïques, plus proches finalement à la fois du quotidien de nos collaborateurs et puis aussi peut-être du client final. Je pense par exemple dans le cadre d'une campagne interne sur le logement de demain qui était fait il y a presque 2 ans maintenant. Une des idées fortes, ça a été par exemple de pouvoir aider les acquéreurs à emménager et à designer leur logement. Et on a créé du coup l'atelier by Eiffage, qui est une aide juridique, administrative, des outils pratico-pratiques pour les futurs acquéreurs, ce qui n'était pas du tout dans l'offre d'Eiffage Immobilier, une de nos filiales, sur ce sujet. Donc là, c'est très concret. Ou autre chose de concret, beaucoup plus interne, beaucoup plus finalement symbolique, j'ai envie de dire. On avait une campagne bas carbone, logique, et notre DSI, un service support, direction des services informatiques, a voulu bien y participer en reprenant une idée forte qui avait été émise par beaucoup de collaborateurs, c'était tout simplement le tri numérique. Les mails, trop de mails partout, faisons du tri, ça encombre les serveurs, et donc c'est forcément des émissions de gaz à effet de serre à la clé. On a eu une campagne en début d'année de tri numérique de notre DSI, donc une mise en œuvre de cette idée forte de nombre de nos collaborateurs. 3,5 millions de mails ont été supprimés, 25 millions de mails, ce qui représente 3,5% de notre volume de mails généraux. Et ça, c'est quand même pas rien quand on pense qu'un mail, c'est 20 grammes de CO2. Oui, bien sûr, c'est très concret ce que vous nous expliquez, même si le numérique peut sembler immatériel. Est-ce qu'il y a, Eiffage, c'est un très grand groupe, je l'ai dit, 72 000 collaborateurs. Est-ce qu'il y a des initiatives qui avaient pu naître dans une filiale ou dans une région et que finalement cet outil vous a permis aussi de faire essaimer? En fait, le premier SMH, c'est l'idée même de la Startbox, de cette boîte outils numérique, qui était une très bonne idée d'une de nos filiale autoroutière de concession APRR. Et c'est au sein de cette filiale que cet outil digital a été développé. Et ensuite, on l'a essaimé. Parce qu'on s'est dit, mais en fait, c'est une super bonne idée. Évidemment, APRR fait du business to consumer, puisqu'on a des clients usagers. Quand on paye un péage sur la voiture. Et évidemment, ça parle bien. Et nous, côté constructeur, BTP plus stricto sensu, effectivement, il y a un petit côté, ah bon, mais est-ce que c'est fait pour nous, un tel outil? On n'a pas finalement tant de clients finaux. Mais si, en fait, on a des clients finaux. Les habitants des logements qu'on construit ne sont pas tout à fait nos clients directs, mais en réalité, on a besoin de proposer des innovations pour eux. Et c'est pareil pour les infrastructures que l'on livre ou bien les services à l'énergie. Tout cela a une espèce de finalité avec des usagers derrière et ça nous rapproche, j'ai envie de dire, de la vraie vie, tout simplement. Donc voilà, un essaimage finalement sur le sujet, mais tout à fait intéressant. Julie Devinon, l'intelligence collective, j'aime beaucoup cette idée, ce concept, mais pourquoi c'est particulièrement un levier de transition écologique ou de politique RSE? Je pense, et d'expérience avec les grands groupes avec lesquels on travaille, je vois différents bénéfices à l'intelligence collective. Le premier, et des initiatives de ce type-là, c'est qu'elles permettent de sensibiliser. En rassemblant le plus grand nombre, le tout premier bénéfice, c'est dire il se passe quelque chose, il y a une urgence, on a des choses à faire, et collectivement, on va se mettre en marche pour trouver des solutions. Et ça permet, à la maille d'un groupe aussi grand qu'Eiffage, de rassembler et de créer un sentiment d'unité autour de ces problématiques, qui sont des problématiques d'aujourd'hui. Et de dire, c'est pas que le sujet du département RSE et des équipes de Joachim, c'est un sujet qui nous concerne tous, et vous avez potentiellement un bout de la solution. Donc ça, c'est un premier bénéfice. Et le second bénéfice, et c'est le plus compliqué, mais c'est là où il y a toute la vertu de l'intelligence collective, c'est de trouver des solutions concrètes, d'arriver à faire émerger de ces conversations et de cette masse des idées, des groupes d'idées qu'on va pouvoir ensuite, d'une certaine façon, incuber, faire grandir pour sortir des solutions nouvelles autour du logement, autour des nouvelles façons de consommer, et peut-être parfois en sortant même de son métier historique. C'est ce qu'on voit avec beaucoup des groupes avec lesquels on travaille. On entre par une porte et sur une thématique, et cette intelligence collective nous permet de voir que la solution, elle n'est peut-être pas sur le métier initial de l'entreprise. Et donc, ça permet de réenvisager aussi le rôle de chaque entreprise au prisme de son métier initial, mais aussi au prisme d'un écosystème et d'une société qui bouge. Et c'est ça que je trouve particulièrement intéressant dans ces exercices.
Je vous pose la même question, intelligence collective et spécifiquement politique RSE. Oui, en fait, on a besoin d'aller chercher la conscience citoyenne de nos salariés. Chaque salarié revient chez soi le soir, a ses enfants, a regardé la télé, entendu la radio, on ne parle que d'écologie, de développement durable, de transition écologique, et on en parle parfois avec beaucoup d'aspects négatifs. Tout le monde est conscientisé globalement. Mais bizarrement, on est dans un monde où quand on revient au bureau le matin, on raccroche cette conscience citoyenne un petit peu sur le porte-manteau et on a du mal à faire matcher les impératifs, notamment d'ingénieurs, par rapport à ces enjeux colossaux. Et là, avec ce genre d'outils, on va chercher cette conscience citoyenne et ça permet d'ouvrir les perspectives à chacun, de se sentir plus libre. Je rappelle qu'on a les participations sont sous le sceau de l'anonymat, ce qui permet de casser la peur de dire mais je peux peut-être proposer quelque chose mais certainement pas, c'est pas suffisamment expert, intelligent, etc. Clairement pas. En fait, l'autocensure est abolie avec cet anonymat, l'éco-citoyenneté est au cœur et on mobilise les salariés là-dessus. On a une communauté aujourd'hui de 18 000 inscrits, donc sur nos 70 000 collaborateurs, c'est énorme. Alors c'est pas 18 000 éco-citoyens parce que toutes nos campagnes de collecte d'idées ne sont pas dédiées à la transition écologique, mais ça s'accélère. On en a de plus en plus, bas carbone, biodiversité, c'est vraiment les sujets des 2 dernières années très forts. Ouais. Est-ce que, Julie Devinant, il y a une taille critique à l'intelligence collective? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que là, on est vraiment face à un grand groupe, mais est-ce qu'une PME peut finalement y trouver son utilité? Complètement, en fait. La taille critique, on commence à être intelligent collectivement à partir du moment où on est 2. C'est-à-dire que là, nous 3, on fait une forme d'intelligence collective. Voilà. Donc, la vertu, c'est que plus on est et plus on va aller chercher des idées qui peuvent être différentes ou similaires. Hein. La convergence des idées, c'est aussi un point qui est très important. Au plus, on va être capable de dire on est sur une tendance forte ou on est sur quelque chose de plus faible, mais qu'il faut regarder avec attention. Nous, le seul critère que l'on a dans la façon d'utiliser l'outil, un critère de vigilance, c'est quand on fait de l'analyse, donc on rentre vraiment sur, on a récolté des centaines, des milliers d'idées, etc. On a une limite pour se dire, on peut analyser et être serein sur le fait que ça va être représentatif de cet instantané communautaire et ça va être véritablement critique pour l'entreprise en termes d'enseignement. Et en général, c'est un corpus qu'on dit de 300 à 400 idées. Donc c'est à partir de ce volume-là qu'on commence à rentrer dans quelque chose suffisamment pertinent en termes d'implémentation. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus présenter ce projet commun autour de l'intelligence collective. On passe à Smart Ideas, on va s'inspirer de la nature, tiens.